Bien, nous allons pouvoir reprendre nos travaux. Cet après-midi, vous savez que notre thème donc, est consacré à l'authenticité de la preuve par le constat d'huissier de justice, ambition parfaitement légitime, et qui passera cet après-midi donc par trois réflexions successives. D'abord, affirmer de façon forte que le constat est une preuve efficace et dire aussi quel est le degré de cette efficacité. Madame le professeur Fessero et Marie-Pierre Moore procéderont à cette affirmation. Puis se demander si toute mention probatoire contenue dans l'acte d'huissier de justice peut être divulguée. Mieux, si l'acte lui-même peut être évoqué tout azimut. Monsieur le professeur Brenner nous dira s'il existe à cet égard de véritables frontières de transmission. Et si oui, à quelles conditions celles-ci peuvent être franchies. Enfin, savoir si le constat peut être pleinement authentique. Madame le professeur Fessero et Marie-Pierre Moore reviendront vers nous pour déterminer les conditions, les contours de cette authenticité, voire le cas échéant, c'est évident. Je vais donc passer la parole à Madame le professeur Fessero qui va nous dire dans quelle mesure le constat constitue une preuve efficace. Alors, le constat d'huissier est un instrument de preuve, bien évidemment, de qualité, qui prend la forme d'un procès-verbal dans lequel l'officier public, évidemment, mandaté par un particulier ou commis par décision du juge, relate des faits juridiques qu'il a personnellement observés en s'abstenant de tout avis sur les conséquences de fait et de droit pouvant en résulter. Nous restons là dans la définition de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Alors, Roger Perrault, qui était né quand même bien avant Alain Mauban, nous définit très bien le constat en disant qu'il permet de conserver la mémoire des faits qui, sans support écrit, s'estomperaient dans le temps. Alors on pourrait dire maintenant sans support, sans doute, mais il ne la conserve pas n'importe comment, écrivait Roger Perrault. Il la conserve avec l'autorité, le sérieux et l'objectivité qui s'attachent à la fonction d'officier ministériel, dont les dires prennent une valeur quasi officielle. Alors vous voyez bien que cette réflexion, qui, je cite un ouvrage que Roger Perrault avait écrit sur le constat d'huissier de justice en 1985, eh bien, à l'aube de la justice du XXIe siècle, ces réflexions sont toujours d'actualité, la réflexion sur le constat est toujours d'actualité, le constat est un instrument de preuve des faits juridiques, évidemment, qui conserve toute son efficacité, et nous allons essayer de le démontrer à travers deux séries de réflexions. L'une, ce sera la première partie, et je vais immédiatement laisser la parole à Madame Moore, qui va indiquer en quoi le constat est une preuve de qualité. Et ensuite, dans une deuxième partie, bien évidemment, nous essaierons de voir à quelles conditions l'efficacité du constat en tant que preuve peut être évidemment admise. Alors d'abord, la qualité du constat. Alors tout d'abord, effectivement, en quoi le constat constitue-t-il une preuve de première qualité? Donc, outre sa valeur probante sur laquelle nous reviendrons en fin de journée, l'efficacité du constat d'huissier tient tout d'abord dans la rapidité de la preuve qu'il permet de constituer, et également dans le caractère raisonnable de son coût. Son efficacité tient également à sa malléabilité qui permet de se placer sur le terrain des nouvelles technologies. Enfin, on peut dire que le constat est un véritable moyen de pacification, voire de règlement non judiciaire de certaines situations litigieuses. Je vous propose de revenir sur chacun de ces différents points, en commençant par examiner la rapidité de l'obtention de la preuve au moyen d'un constat d'huissier de justice. Alors cette rapidité, elle tient tout d'abord au fait que le constat à la requête d'un particulier n'est pas soumis au principe du contradictoire, hormis bien entendu le cas particulier du constat locatif. La Cour de cassation le rappelle de manière récurrente, un constat d'huissier de justice, même dressé de façon non contradictoire, vaut à titre de preuve, du moment qu'il est soumis à la libre discussion des parties. D'autre part, un constat peut, dans certains cas, être réalisé dès le mandatement de l'huissier de justice. Ce n'est que dans les hypothèses où il pourrait entraîner une atteinte à un droit légitimement protégé qu'il faudrait
différer la réalisation du constat afin d'obtenir une autorisation du juge. Bien entendu, en fait, cette hypothèse dont je vous fais état ne vise que celle du constat sollicité à la requête du particulier. Parce que lorsque le constat est réalisé sur commission du juge, l'huissier de justice possède dès sa commission l'ordonnance nécessaire à la réalisation immédiate de la mesure probatoire. Dans un tel cas, la question de la détermination du délai pendant lequel l'ordonnance de commission va pouvoir être exécutée mérite d'être posée. En l'absence de dispositions spécifiques, le délai de 10 ans prévu par l'article L111-10 du Code des procédures civiles d'exécution semble s'appliquer. Bien entendu, vous allez me dire, on peut douter raisonnablement de l'efficacité d'une preuve qui serait rapportée dans un tel délai de 10 ans. Quant à la réalisation immédiate du constat à la requête d'un particulier, elle est envisageable, mais uniquement dans certaines hypothèses. Lorsque le constat, tout d'abord, est sollicité dans un lieu public, il n'y a pas de problème. La mesure peut être réalisée immédiatement. L'huissier va pouvoir agir dès son mandatement, à toute heure du jour ou de la nuit, sous réserve, bien entendu, de composer avec certaines contraintes techniques. Je pense par exemple à la fermeture nocturne d'un hôtel de ville. Dans un lieu privé ou un lieu privé ouvert au public, la mesure pourra également être réalisée immédiatement par l'huissier de justice à la condition d'être mandaté par l'occupant exclusif des lieux. En revanche, à chaque fois que le constat sera sollicité par quelqu'un d'autre que l'occupant des lieux, il ne pourra bien entendu être dressé qu'ultérieurement après prise d'une autorisation judiciaire, et ce afin de légitimer l'atteinte portée aux droits protégés. De fait, la mesure de constat sera repoussée dans le temps, au risque, par voie de conséquence, de perdre l'effet, que les faits disparaissent entre-temps, pendant ce temps de prise de l'ordonnance. Alors, une alternative est envisageable à la prise d'une autorisation judiciaire et consiste dans l'autorisation de l'occupant des lieux. Néanmoins, la demande de constat ne servant probablement pas les intérêts de cette personne, un refus de sa part est prévisible et peut ainsi contribuer à une disparition accélérée des faits à constater. À cet égard, je vais vous parler d'un arrêt qui a été rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2015. L'huissier de justice avait été mandaté par une partie pour établir un constat dans une propriété privée. Il agissait sans autorisation du juge. La Cour nous dit que l'huissier peut procéder à la mesure, du moment que l'occupant des lieux, le tiers, ne refusait pas expressément l'accès à l'huissier de justice. Et ce qui est intéressant, c'est que la haute juridiction précise que l'huissier n'a pas à informer le tiers des droits que ce dernier peut avoir de s'opposer à la mesure. Je vous propose maintenant de mesurer l'efficacité du constat au regard du coût de la prestation fournie. Ce mode de preuve est-il d'un point de vue financier accessible à tout justiciable? C'est ce que nous allons voir dans un deuxième point. Alors, le caractère raisonnable du coût. Bien évidemment, le coût d'un constat qui serait dressé par l'huissier agissant comme technicien, dans le cadre d'une mesure d'instruction, est raisonnable si on le compare à celui d'une expertise. Néanmoins, lorsque ce coût n'est pas fixé par le juge, c'est-à-dire à chaque fois que l'huissier de justice agit en sa qualité d'officier ministériel, le principe est que le coût redevient libre. Il est alors légitime de se demander si une telle liberté ne serait pas contraire à l'intérêt du justiciable. Ce dernier ne risque-t-il pas de se voir imposer une rémunération injustifiée, disproportionnée, laquelle réduirait à néant le caractère accessible de la mesure? Alors, ces questionnements appellent plusieurs remarques. Tout d'abord, le choix de l'huissier de justice instrumentaire, s'il est uniquement dicté par la recherche d'un faible coût, dans ce cas-là, le mandant est libre de faire jouer la libre concurrence et de mandater tout simplement l'huissier qui proposerait le coût le plus faible. Par ailleurs, le montant du constat est fonction de certains paramètres, tels la notoriété de l'huissier de justice, la complexité de la tâche à accomplir,
le nombre de passages prévisibles. Donc ces paramètres vont permettre à l'huissier de justice de justifier auprès du mandant le coût de la prestation. Il a noté, c'est important, que l'huissier a d'ailleurs le devoir d'informer son client du coût estimé ou encore de préciser le mode de calcul de la rémunération à prévoir. Au vu de ce qui vient d'être dit, il est possible d'affirmer que le coût d'un constat, s'il est libre, est cependant raisonné. Ce caractère raisonné du coût est d'autant plus vrai que le principe de tarification, de libre tarification, souffre de plusieurs exceptions. Tout d'abord, lorsque le constat est dressé par l'huissier agissant comme technicien, dans le cadre d'une mesure d'instruction, ce coût n'est pas libre. Il est fixé par le juge en application de l'article 255 du Code de procédure civile et relève des dépens. Ces derniers, en tant que frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès, sont remboursés par le perdant au bénéfice du gagnant, sauf décision contraire du juge. La libre tarification disparaît également lorsque le mandant bénéficie de l'aide juridictionnelle. En application de l'article 94 du décret du 19 décembre 1991 et conformément à une réponse ministérielle du 24 novembre 1986, le constat d'huissier est soumis à une tarification forfaitaire de 22 € lorsque le mandant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Dans le cas où cette dernière n'est que partielle, on peut envisager un honoraire négocié. Enfin, pour terminer, certains constats spécifiques sont tarifés. Je pense au procès-verbal de description des lieux et au constat locatif. En dehors du caractère raisonnable de son coût, de sa valeur probante, de la rapidité avec laquelle il peut permettre de constituer une preuve, le constat présente l'avantage d'apparaître également comme un moyen de pacification de certaines situations litigieuses. C'est sur ce point que Mme Frissero va revenir. Alors, on va aborder le constat, outil de pacification des différends. Donc, vous savez que la résolution amiable des différends est incontestablement l'un des outils et des objectifs majeurs de la justice du XXIe siècle. On verra dans quelques années ce qu'il en est, bien entendu, mais il faut insister sur le rôle de pacification du constat d'huissier de justice, même si ce n'est pas a priori le premier débat. Mais pour reprendre un peu le vocabulaire guerrier que Jean-Michel Rousseau a utilisé ce matin, je dirais que le constat est une arme de dissuasion. Pourquoi c'est une arme de dissuasion? Mais vous le vivez, bien entendu, hein, parce qu'à partir du moment où les faits sont établis par l'huissier de justice, eh bien ça peut dissuader certains procéduriers de mauvaise foi de saisir le juge. Tout le monde sait que lorsqu'il y a des travaux qui sont réalisés, par exemple sur la voie publique, eh bien, un constat qui est fait par l'huissier de justice de l'état des lieux avant le début des travaux, puis à la fin des travaux, permet éventuellement de vérifier que les dégâts que le propriétaire voisin prétend subir eh ben, n'ont rien à voir avec les travaux en question et existaient déjà antérieurement. Bref, un simple comparatif, évidemment, des constats réalisés permet de dissuader la partie d'engager la responsabilité, évidemment, prétendue de l'entrepreneur qui serait auteur des dégâts. Le constat est encore un outil de pacification parce que c'est un instrument d'incitation à l'exécution aussi de ses obligations par une personne. Il arrive souvent que le fait de dénoncer à une personne un constat sur un état des lieux l'incite eh bien, à s'exécuter sans intervention judiciaire. Ensuite, le constat peut être aussi un facteur d'incitation à la négociation. Alors, je crois qu'il est de l'intérêt des huissiers de justice d'axer sur ces mouvements de résolution amiable des différends et de montrer que leur savoir-faire en matière notamment d'élaboration des constats permet aussi de résoudre les différends autrement que par la voie judiciaire. Alors, on le sait bien, lorsque les parties négocient, elles aiment bien avoir un consentement éclairé sur la situation factuelle. Or, quand les faits sont constatés par un constat d'huissier de justice, il est vrai que même si ça n'est pas pour l'instant un acte authentique avec la contestation par une inscription de faux, mais la partie n'a pas la possibilité de rapporter la preuve du contraire. En conséquence, elle sait déjà que ces faits-là sont établis, sont des faits constants, comme on dit parfois en procédure, c'est-à-dire non contestés ni par l'un ni par l'autre. Et bien entendu, ça permet d'entamer de bonnes bases pour une éventuelle négociation et une solution évidemment amiable.
Donc le contexte général de développement des modes amiables par les autorités publiques permet évidemment au constat d'huissier de s'insérer dans cette mouvance et de montrer toute son utilité dans ce cadre-là, même si ça n'est pas la première, en tout cas c'est une utilité indirecte. Alors comme l'a dit Madame Moore, il y a aussi l'efficacité évidemment de la preuve, le constat en tant que preuve, dans la modernité évidemment du constat, parce que le constat s'adapte aux évolutions technologiques. Alors notre intention n'était pas du tout de traiter de l'intégration des nouvelles technologies. Mais le constat n'échappe pas aux nouvelles technologies à deux égards. D'abord parce qu'il y a des constats sur Internet. Alors, on ne va pas les développer, mais vous savez que toute une procédure a été mise en place. Il y a des normes, il y a certains huissiers là qui savent très bien faire des constats par Internet, avec toute la procédure évidemment permettant de fiabiliser le constat. Donc ça, c'est un élément sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. En revanche, il y a des aspects juridiques qui deviennent un petit peu complexes et sur lesquels les huissiers de justice doivent évidemment se tenir à jour. C'est lorsqu'ils opèrent un constat sur le disque dur d'un ordinateur. Et là, évidemment, il y a toute une jurisprudence qui dépend un peu des secteurs. Voilà. Alors, dans quel domaine est-ce que les constats ayant pour objet le disque dur d'un ordinateur ou d'une façon plus générale l'ordinateur en tant qu'instrument de communication, il y a deux domaines dans lesquels les avocats maintenant se servent du constat d'huissier de manière absolument effarante, c'est en matière de divorce. Comment prouve-t-on l'adultère de madame? Eh bien, on fait ce qu'a fait monsieur récemment, validé par la Cour de cassation. On entre sur Facebook de madame, laquelle apparemment ne l'avait pas suffisamment verrouillée. Et quand on est arrivé sur Facebook de madame, le cas échéant, on peut faire constater ce qu'on peut lire sur l'ordinateur de madame et évidemment démontrer qu'elle est en train d'entretenir des conversations très particulières et très privilégiées avec un monsieur et se servir de cet élément-là comme preuve, évidemment, de l'adultère. Donc les avocats disent à l'heure actuelle que, alors il y a aussi, il n'y a pas que les ordinateurs. Vous savez qu'en matière d'adultère, les huissiers sont souvent confrontés au téléphone portable. Téléphone portable. Le premier, c'était un monsieur, cette fois-ci, qui avait laissé traîner son téléphone portable sur la table basse. Madame l'a pris, a vu les textos que monsieur recevait, et est allé chez un huissier de justice pour demander à l'huissier de constater dans son procès-verbal le contenu des textos avec le numéro de téléphone d'origine, bien entendu, puisqu'il apparaît sur le texto, peut-être avec un nom, un pseudonyme, peu importe, qui est attaché dans les contacts. En tout cas, il a un lien particulier, il l'avait enregistré, et les juges ont admis que cette preuve ayant été d'abord incontestable, parce que l'huissier de justice avait constaté ce qu'il voyait, ce qu'il lisait, et d'autre part que cette preuve avait été obtenue sans fraude, sans vol, sans violence. En conséquence, elle était parfaitement admissible, la preuve, elle était parfaitement admissible, et vous connaissez le raisonnement de la Cour de cassation. À partir du moment où on envoie un texto, on sait que c'est figé, en quelque sorte, par l'instrument électronique, et que ça peut être lu et utilisé par le destinataire. En conséquence, c'est une preuve parfaitement recevable. On peut donc, je vous coupe encore, je suis désolé, on peut donc piquer, entre guillemets, le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe, le prendre, et aller voir un huissier. On ne va même pas insister sur le fait qu'il s'agit d'un meuble qui est peut-être commun d'ailleurs, dans le régime matrimonial, mais en tout état de cause, l'article 249 du Code civil, pour parler uniquement du divorce et de la preuve en matière de divorce, l'article 249 du Code civil nous dit « Toutes les preuves sont recevables en matière de divorce, sauf celles qui sont obtenues par fraude ou violence. » Or, le mari, là, ne s'est pas plaint du fait que sa femme lui ait volé le téléphone ou l'ait frappé pour s'emparer du téléphone. En conséquence, pas de fraude, pas de violence, la preuve est recevable. Après, il faut l'officialiser par un constat d'huissier, bien entendu, parce que une batterie de téléphone, ça finit par ne plus fonctionner, et la dame n'aurait peut-être pas pu retrouver le code d'accès au texto. Donc elle l'a sécurisé en la faisant constater par l'huissier. Mais l'huissier n'a commis aucune contravention à quoi que ce soit en constatant un message sur un portable. Il y a quand même une certaine déloyauté. Là, on parlait de loyauté et de déloyauté tout à l'heure. Alors, monsieur, la
la déloyauté provenait-elle de la lecture par madame du texto ou de l'envoi du texto par la maîtresse de monsieur? Il faudrait peut-être, vous voyez, je ne voudrais pas remonter aux affres de la causalité, comme disaient les anciens, mais enfin tout de même, en remontant la chaîne à l'événement, on va peut-être se demander où la déloyauté. Mais je referme la parenthèse parce que je vais paraître ringard. Simplement, madame la professeure, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est assez gênant parce que on est aux limites de la vie privée ici. Ah oui, Ou on mais, est carrément. mais attendez, Carrément. il y a la vie privée c'est bien, mais l'obligation de fidélité au sein du mariage c'est bien aussi, hein, vous ne trouvez pas? Alors, ça c'est un vaste débat. Allons. Non mais là on s'égare. On s'égare. En termes probatoires, je vais vous donner un autre exemple maintenant. Parce qu'on va quitter le divorce, après tout, c'est leur problème. Non, vous ne voulez pas quitter le divorce? Non, excusez-moi d'intervenir. En fait, je ne sais pas quitter ça. Je voulais revenir aux SMS, moi, il y a l'huissier de justice. Non, mais c'est sur les SMS sur l'huissier de justice, justement, parce qu'on a souvent des dames qui viennent en disant j'ai le téléphone de mon mari, est-ce que je peux venir constater les SMS qui se trouvent sur le téléphone? Bien souvent, on refuse de le faire parce que le téléphone, la ligne n'est pas ouverte au nom de madame et on considère que c'est pas son téléphone, que c'est une propriété privée. Donc ça va un peu en contradiction avec ce que vous venez d'indiquer. Allez, moi, c'est la Cour de cassation, hein. C'est la Cour de cassation, hein. Le fait est... Alors, si vous voulez, a priori, il est interdit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Il est interdit de prendre une image de quelqu'un, de l'utiliser à son insu, etc. Ça, c'est sanctionné, code civil, vie privée, et code pénal, le cas échéant. Bien. Mais la Cour de cassation considère qu'un texto, c'est comme une lettre. C'est comme un courrier. C'est figé. C'est un instrument moderne de communication, mais c'est comme une lettre. C'est comme si une demoiselle envoyait une lettre à votre mari. Et celle-là, vous ne pouvez pas la faire constater par l'huissier? Une lettre? Je ne peux pas la fournir au juge, bien sûr que si. Sauf si je l'ai obtenue par fraude ou violence. Que le mari démontre la fraude ou la violence. C'est ce qui est indiqué dans la règle de cassation. Voilà. Oui, bien sûr. Ce qui se trouve dans l'espèce, c'est que le mari a été défendu par un très mauvais avocat, qui aurait dû invoquer, premièrement, la fraude, la violence, elle a volé le portable, elle me l'a détourné, elle m'a fait croire qu'elle en avait besoin en cas d'urgence, or c'était faux, etc. Ou alors il aurait dû démontrer que quelqu'un avait pu se servir de son portable ou se servir de son numéro pour envoyer un message, mais qui ne connaissait pas du tout la dame en question qui lui avait envoyé le texto. Parce qu'après tout, moi demain je peux vous envoyer un texto par exemple problématique, alors que c'est juste une plaisanterie. Vous voyez, mais il ne s'est pas défendu sur ce fait-là parce qu'il était persuadé qu'un texto c'était l'équivalent de l'enregistrement d'une conversation téléphonique et qu'en tout état de cause, ça allait être déclaré irrecevable comme portant atteinte à la vie privée. Mais la Cour de cassation, elle a sorti les textos du champ de la vie privée. Vous voyez? Alors, voilà pour la modernité et en même temps les limites et les difficultés. Alors maintenant, nous allons nous demander si l'huissier agit dans un cadre légal, dans quelle mesure, évidemment, et à quelles conditions cette preuve sera efficace. Alors, cette efficacité dépend en fait du respect par l'officier ministériel des règles encadrant l'établissement de ce moyen de preuve. Tout d'abord, le constate une preuve efficace à la condition que l'huissier respecte les limites de ses attributions. Or, il n'est pas toujours aisé de définir le périmètre d'action de l'huissier de justice constatant. Tel est notamment le cas, et on a effleuré ce problème ce matin, d'une ordonnance qui connaîtrait l'huissier et qui serait rédigée de manière très extensive. Donc, à cet égard, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le 19 février 2014 que l'ordonnance de commission, ainsi rédigée, n'autorise pas l'huissier de justice à dépasser les limites de sa mission. Je vais vous relater les faits qui sont vraiment intéressants. Donc, en l'espèce, l'huissier de justice avait été commis par le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire des constatations. Il s'était rendu dans la cour de ferme d'une exploitation pour recueillir le témoignage d'un salarié sur des conditions de mise en valeur d'une parcelle donnée à bail. La haute juridiction approuve l'annulation partielle du constat en rappelant que l'huissier, je cite, ne peut procéder à des auditions de témoins qu'aux seules fins d'éclairer ses constatations matérielles et qu'il excède ses pouvoirs en procédant à l'audition d'un témoin
dont les propos rapportés ont été tenus en réponse à ces interpellations. Donc à cet égard, peu importe que l'ordonnance du juge lui donne mission de procéder à toute investigation utile en interrogeant les actuels occupants de la dite parcelle. On retient que l'huissier de justice doit donc, indépendamment de la rédaction de l'ordonnance qu'il connaît, respecter sa mission telle que fixée par l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Une autre difficulté réside dans le souci d'efficacité de la preuve qui serait sollicitée par un particulier, souci qui ne doit pas pousser l'huissier de justice à excéder ses attributions. C'est l'enseignement de l'arrêt, tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, l'huissier de justice avait dressé à la requête d'un particulier un constat d'achat sur un site internet. Après avoir rappelé que l'officier ministériel s'était engagé activement dans une démarche matérialisée par l'ouverture d'un site client et par l'acquisition du produit litigieux pour en obtenir la livraison, et qu'il n'avait été satisfait à sa demande qu'à la faveur d'un traitement dématérialisé, automatisé, la haute juridiction confirme l'arrêt d'appel ayant déduit que l'huissier ne s'était pas borné à des constatations purement matérielles, qu'il avait outrepassé ses pouvoirs qu'il détenait de l'article 1er de l'ordonnance précitée. Alors, toujours dans le cadre de du respect d'un certain nombre de règles, il y a aussi des règles de procédure que l'huissier de justice doit respecter, et c'est Madame Moore qui va nous les extraire. Il y a tout d'abord le point relatif aux modalités de remise de l'ordonnance sur requête. Vous allez voir que, suite à la jurisprudence récente de la haute juridiction, ce point suscite d'importantes difficultés. Donc, par 4 arrêts rendus le 27 février 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur des obligations de l'huissier de justice qui exécute une mission en vertu d'une ordonnance rendue sur requête. Vous le savez, l'article 495 du Code de procédure civile dispose que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Dans les hypothèses visées au pourvoi et qui concernaient toute la même société, objet de constatation, l'huissier avait procédé à une signification de la requête et de l'ordonnance par un dépôt étude. Puis, il a procédé aux constatations. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir rétracté l'ordonnance et annulé les opérations au motif que copie de la requête et de l'ordonnance n'avait pas été remise à un des représentants de la société préalablement aux opérations. Pour la haute juridiction, et c'est très important, la Cour d'appel a exactement retenu que la signification, selon acte remis préalablement à la conduite des opérations, ne peut pallier le défaut de remise de la copie de l'ordonnance et de la requête à un représentant de la société, et ce, pour respecter justement le principe du contradictoire. Donc vous le voyez, cette jurisprudence est problématique pour le praticien. En l'absence de la personne à laquelle l'ordonnance est opposée, quelle solution adopter? La Cour de cassation distingue la remise de la copie de l'ordonnance et de la requête, visée à l'article 495, de la signification. Et elle semble rejeter la possibilité pour le praticien de recourir aux dispositions de l'article 654 et suivant du Code de procédure civile. En d'autres termes, en l'absence de la personne à laquelle l'ordonnance est opposée, la mesure de constat n'est pas réalisable. Bien entendu, cette solution n'est pas concevable, n'est pas tenable. Il suffit en effet au destinataire de l'ordonnance de se faire passer pour absent, afin d'éviter la constitution de la preuve qui pourrait desservir. Donc cette solution elle entraîne un risque de dissimulation, voire de disparition tout simplement des faits à constater, au détriment du droit à la preuve du justiciable. Pour ces raisons, on ne peut qu'espérer que les juges reviennent rapidement à des considérations plus pratiques. On vient d'exposer les difficultés pour l'huissier de justice. Alors évidemment, ces 4 arrêts ont été éminemment problématiques parce que tous les avocats, vous savez, adorent les constats d'huissier sur requête, surtout en matière d'affaires, dans la vie des affaires, en matière commerciale, parce que évidemment qu'en termes de stratégie, si on veut une preuve, il ne faut pas informer l'adversaire et le convaincu en référé pour avoir une expertise. Il vaut mieux une commission d'huissier de justice, c'est très rapide, c'est efficace,
et en plus on surprend l'adversaire. Seulement, avec cette jurisprudence, bien entendu, les avocats défendeurs, en quelque sorte, qui défendaient leurs clients, ont vite été informés du fait que quand un huissier se présente dans une entreprise, il fallait surtout dire que le responsable n'est pas là, il est absent, il est en congé, il est ailleurs. Et l'huissier de justice ne pouvant pas procéder à la signification de l'ordonnance, puisque la Cour de cassation nous dit que la signification n'a aucun intérêt, il ne permet pas de rétablir le contradictoire. En conséquence, l'huissier n'avait plus qu'à se retirer, et bien évidemment que s'il revenait 24 heures après, les preuves avaient disparu, vous vous en doutez. Alors, sans doute que la Cour de cassation a dû être alertée par la difficulté qu'elle avait générée, parce que la même chambre civile, la deuxième chambre civile, le 4 septembre 2014, a statué dans une affaire dans laquelle un juge sur requête avait autorisé expressément l'huissier de justice à procéder à la mesure, alors la mesure c'était un constat sur le disque dur de la société, bien entendu, à procéder à la mesure, puis immédiatement après à remettre l'ordonnance, évidemment, au responsable. Et il est indiqué dans l'arrêt que cette remise a pour objectif la protection du contradictoire pour permettre donc à la personne de courir voir le juge de la rétractation, se plaindre des conditions irrégulières d'exécution et demander la rétractation et donc la fin de la saisie des documents. L'huissier de justice est obligé de restituer les documents et on ne peut pas s'en servir évidemment comme preuve en justice de son constat, de ses constatations. Donc le juge avait donc l'autorisé à différer immédiatement après l'exécution de la mesure. Naturellement, référé rétractation, pourvoi en cassation, etc. Et là, la Cour de cassation précise effectivement que l'article 495 ayant pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction, eh bien, le juge des requêtes peut retarder la notification par remise de l'ordonnance. Donc, elle a avalisé le fait que le juge sur requête peut autoriser l'huissier à accomplir la mesure, puis à remettre l'ordonnance et la requête, évidemment, ça ne doit pas l'oublier, mais au moins elle a permis de faire un juste équilibre, à mon avis, entre d'une part les droits de la défense, qu'il faut quand même respecter, il y a des principes fondamentaux, c'est une condition d'efficacité du constat, et en même temps, l'efficacité de la preuve, parce qu'autrement ça n'aurait eu aucun intérêt d'aller saisir un juge sur requête pour lui demander de commettre un homicide. Seulement, et ça c'est une difficulté dont nous avons beaucoup discuté avec Madame Moore, et on ne sait pas exactement s'il y a une réponse sur ce plan, mais vous allez pouvoir compléter sur l'application cumulative de cette jurisprudence avec l'article 503 de la procédure. Monsieur le professeur Brenner, dans quelle mesure vais-je pouvoir diffuser les éléments de preuve contenus dans l'acte de l'huissier? Merci Monsieur le Président, merci Maître Reff. Je ne suis pas sûr de pouvoir d'ailleurs répondre de manière catégorique à votre question. J'ai bien le sentiment d'être fait piéger en acceptant ce thème, qui est un thème extrêmement glissant, en vérité extrêmement technique. Je me dois tout de même avant tout de remercier les organisateurs de ce colloque, Monsieur le Président Rousseau, pour l'organisation de cette belle journée de travail sur la preuve par acte d'huissier de justice. Pour autant, encore une fois, le thème qui m'a été confié n'est pas de la plus grande simplicité, il serait même assez intimidant si je ne savais pouvoir compter sur un public toujours bienveillant. Et par conséquent, je vais me lancer dans cette recherche de réponse. Alors, vous me demandez de traiter de la diffusion des éléments de preuve contenus dans l'acte d'huissier de justice. Alors, si le thème n'est pas aisé, c'est parce qu'au fond, il n'est pas très évocateur pour l'universitaire que je suis. Il y a des thèmes qui sont assez simples, dont on voit assez facilement quelles sont des limites, des thèmes dont le contenu est assez facilement appréhendable. Ce n'est pas le cas du présent thème, qui au contraire, me semble-t-il, a tendance se dérober à l'analyse. Et la difficulté majeure tient à ce qui n'est pas habituel d'appréhender, je crois, l'acte d'huissier de justice de cette manière. On se demande dans quelle mesure, vous le rappeliez, M. Rousseau, ce matin, dans quelle mesure un acte d'huissier de justice va pouvoir circuler, va pouvoir être diffusé, va pouvoir être utilisé dans le cadre d'une procédure particulière ou en dehors de ce cadre, de manière générale, à l'égard des parties à l'acte, du destinataire, du requérant, ou à l'égard de tiers encore. Et cette manière
d'appréhender l'acte d'huissier de justice, à ma connaissance, n'a jamais été tenté. Je n'ai rien trouvé dans la littérature juridique sur ce point. Il faut dire aussi que je n'ai pas eu le plaisir de lire la thèse de Marie-Pierre Moore. Alors peut-être a-t-elle envisagé certains points, peut-être pourra-t-elle affirmer les déductions, les inductions, les corriger ici ou là. Je suis pro débat. En tous les cas, j'ai composé avec ce que j'ai pu trouver, c'est-à-dire pas grand-chose, sur ce thème en vérité. Pour appréhender eh bien, la possible diffusion des éléments de preuve qui sont contenus dans l'acte d'huissier de justice, une distinction doit être faite a priori, selon que l'acte est en lui-même destiné à faire preuve de faits qui sont recherchés par l'huissier de justice. Autrement dit, il s'agit concrètement d'un constat d'huissier de justice. Ou bien, suivant que l'acte est utilisé comme mode de preuve, non pas de l'objet de l'acte, mais d'une circonstance que l'huissier de justice a été amené à vérifier, à attester dans le cadre de son ministère d'officier public. Il s'agit en somme d'un acte de notification, d'un acte d'exécution qui est rédigé par l'huissier de justice, et cet acte va contenir certaines indications qui doivent avoir une force probante stratégique décisive. La question de la foi de sa date, la question du lieu de la signification, la question de la qualité de la personne qui a reçu l'acte. Tous éléments qui peuvent être décisifs dans un contentieux annexe, dans un contentieux périphérique ou totalement étranger. Et bien en cause qui ont justifié le recours à l'acte d'huissier de justice. Mais cette distinction, eh bien, elle revient pratiquement à opposer deux fonctions majeures de l'huissier de justice. La fonction d'agent de notification, d'agent d'exécution, et la fonction plus nouvelle, en tous les cas en développement, d'agent de preuve, d'agent de recherche des preuves. Et cette distinction, eh bien, peut être plus compliquée qu'il y paraît. Lorsque l'huissier de justice intervient pour constater un fait matériel, il peut en effet, comme chacun sait, déjà agir à deux titres. Il peut être, on l'a rappelé suffisamment tout à l'heure, être commis par décision de justice, intervenir eh bien, sous l'autorité d'une autorisation judiciaire, ou bien il peut intervenir sur la simple requête de particuliers, en dehors de toute instance, en dehors de toute autorisation. Et cette différence de fondement de l'intervention de l'huissier de justice dans la recherche des preuves, eh bien, ne peut de toute évidence rester sans conséquence sur les conditions de la diffusion des éléments de preuve que contient l'acte d'huissier de justice. On a dit tout à l'heure, très justement, peut-être pas aussi catégoriquement que je vais le dire, mais qu'une distinction devait être faite entre deux types d'initiatives de l'huissier de justice. Lorsqu'il recherche des preuves et que cette collecte des preuves eh bien, nécessite de porter atteinte à des secrets. Secret de la vie privée, intimité de celle-ci, secret des affaires, secret des correspondances. Et bien dans toutes ces hypothèses, l'huissier de justice va devoir se faire autoriser judiciairement pour pouvoir pratiquer. Et s'il se fait autoriser judiciairement pour pouvoir porter atteinte aux limites ordinaires, et bien de la recherche des preuves, on ne voit pas que ce contrôle a priori de la recherche des informations de preuve puisse se doubler de limites a posteriori. Si le juge a autorisé à dépasser le secret de la vie privée, c'est pas pour qu'ensuite on puisse venir opposer à ces preuves récoltées, et bien qu'elles sont inefficaces parce qu'elles portent atteinte, évidemment, à la vie privée. Inversement, dans toutes les hypothèses où l'huissier de justice est intervenu sans autorisation judiciaire aucune, là la question va se poser très clairement, très catégoriquement, des limites, et bien que la vie privée qui n'a pas été contrôlée a priori peut assigner la diffusion des éléments de preuve qui sont contenus dans l'acte d'huissier de justice. Alors on le voit, on risque d'entrer très certainement dans une sorte de casuistique pour pouvoir déterminer la diffusion des éléments de preuve contenus dans l'acte d'huissier de justice. À quoi s'ajoute une dernière difficulté, c'est que l'huissier de justice est un officier ministériel et public. Et donc, on a bien compris, il est tenu de respecter
des prescriptions formelles qui sont très exigeantes lorsqu'il instrumente. Et les actes qu'il dresse doivent attester formellement du respect de ces prescriptions formelles. Et cela se matérialise, vous le savez mieux que moi, par des mentions obligatoires dans l'acte d'huissier de justice. Mention de date, mention de lieu, mention de diligence. Et toutes ces mentions sont apposées sous la responsabilité, sous la signature de l'huissier de justice. Eh bien, toutes ces prescriptions, qui sont autant de contraintes à l'instrumentation de l'huissier de justice, ne peuvent pas être sans répercussion non plus sur la diffusion des éléments de preuve contenus dans l'acte d'huissier de justice. Et par conclusion, on le voit, eh bien cette question a priori banale, mais si complexe en réalité de la diffusion des éléments de preuve contenus dans l'acte d'huissier de justice n'a aucune espèce de simplicité, n'a pas la simplicité élémentaire qu'elle paraît avoir. Alors pour tâcher d'y voir à peu près clair, si faire se peut, je ne dis pas que ce sera le cas, je vais tâcher de faire clair. Eh bien je crois qu'en toute hypothèse, il faut procéder par ordre. Et je le ferai en me départant, une fois n'est pas coutume, de la méthodologie d'exposition qui est traditionnelle, qui est comme presque une seconde peau. Pour un universitaire, je veux parler du plan en deux parties. Après tout, Pierre Croc s'est pris ce matin pour un huissier de justice, il est bien droit de faire un plan qui ne respecte pas les canons universitaires. Et précisément, eh bien, je déroulerai mon propos en 3 temps. 3 temps, pourquoi? Parce que les 3 développements que je vais consacrer à la question sont, me semble-t-il, comme 3 cercles concentriques qu'il faut traverser successivement eh bien, pour pénétrer au cœur de notre réflexion. Et par conséquent, je commencerai par examiner les limites que les libertés fondamentales sont susceptibles d'opposer à la diffusion des éléments de preuve contenus dans l'acte d'huissier de justice. Ceci fait, je m'interrogerai ensuite sur les possibles conséquences du cadre judiciaire ou bien non judiciaire de l'intervention de l'huissier de justice sur cette diffusion. Et enfin, j'étudierai l'incidence des contraintes d'instrumentation dont je parlais tout à l'heure sur cette diffusion. Alors, s'agissant tout d'abord des limites à la diffusion des éléments de preuve qui tiennent aux libertés fondamentales. Alors que la diffusion de ces éléments de preuve se heurte, on trouve une limite dans ces libertés fondamentales, c'est presque l'évidence. Je disais, officier public, l'huissier de justice doit tout naturellement respecter la légalité. Il est investi d'un ministère juridique par la loi. Et le moins qu'on puisse attendre de lui, c'est qu'il respecte, bien évidemment, la loi. Et à ce titre, comme il a déjà été indiqué, eh bien, les actes qu'il dresse doivent être respectueux des droits et des libertés fondamentales de l'individu. En outre, ces constatations matérielles qui doivent avoir lieu sur commission judiciaire doivent être, j'y reviendrai, strictement limitées, bien évidemment, au cadre de l'autorisation qui a été donnée par le juge. Il serait inacceptable que l'on réclame une autorisation pour pouvoir immédiatement s'en évader, bien évidemment. On ne peut pas utiliser une autorisation pour rechercher des preuves dans une autre fin, une autre finalité, que celle qui a été présentée au juge pour les obtenir. Alors je n'y insiste pas maintenant parce que l'on retrouvera cette question lorsqu'on examinera les limites qui résultent du cadre judiciaire ou non judiciaire de l'intervention de l'huissier de justice. S'agissant de l'activité de constatation matérielle de l'huissier de justice, la question des limites que les libertés fondamentales peuvent opposer à la diffusion des éléments de preuve contenus dans l'acte, eh bien, ne peut donc se poser à l'état pur que lorsque le constat a été rédigé à la requête d'un particulier, sans autorisation judiciaire. Mais dans ce cas-là, eh bien, à nouveau, eh bien, cette question va se résoudre par une limitation a priori des possibilités d'agir de l'huissier de justice, et non par une limitation a posteriori de la force probante attachée aux constatations de l'huissier de justice. Concrètement, eh bien, l'huissier de justice doit refuser le mandat volontaire qu'on lui propose pour procéder à des constatations dont pourraient ressortir des atteintes à la vie privée, à la vie des affaires, à quelques secrets, légitimes et protégés, que ce soit. Il doit autrement dit, dans ces hypothèses, eh bien, inviter le requérant
à solliciter l'autorisation judiciaire nécessaire, et l'article 145 dont Nathalie Fricero parlait tout à l'heure du Code de procédure civile, eh bien, fournit aujourd'hui un moyen très commode et pratiquement sans aucune limite, tant la jurisprudence est montrée extensive dans l'interprétation de ce texte. Alors il faut réserver quand même une hypothèse peut-être. C'est le cas où toutes les parties intéressées par les constatations matérielles qu'il est demandé à l'huissier de justice de faire, eh bien, conviennent de lui donner mission d'y procéder pour établir la preuve d'un fait qui les oppose. Ce sont par exemple deux parties à un litige, eh bien, qui veulent pouvoir avoir des assurances avant d'engager les hostilités judiciaires sur la réalité de tel ou tel fait. Et dans cette hypothèse, si l'on n'a pas besoin d'une autorisation judiciaire, c'est tout simplement parce que le consentement des parties y supplée. Et l'on sait que ce consentement n'est efficace que dans la mesure où les droits qui sont en cause sont des droits disponibles. Et derrière cela, il y a une seconde raison d'ailleurs qui justifie cette solution. C'est le principe en plein développement au jour d'aujourd'hui de l'équivalence voulue entre les modes conventionnels de règlement de litige et les modes judiciaires. Si les parties s'entendent, eh bien pour donner mission à l'huissier de justice de faire des constatations qui les obligeront, elles sont parfaitement en droit de le faire dans la mesure où elles peuvent disposer librement de la cause litigieuse. Tout cela ne pose aucune espèce de difficulté à mon sens. Et un second cercle dont je parlais tout à l'heure, ce sont les limites à la diffusion des éléments de preuve qui tiennent cette fois-ci au cadre d'intervention de l'huissier de justice. Cadre judiciaire ou cadre non judiciaire. Alors, j'ai bien conscience, à voir vos mines fatiguées, que tout cela est assez compliqué. Cette complication, je l'ai vécue moi-même. Peut-être pour simplifier la tâche, faut-il partir de quelques cas concrets pour matérialiser eh bien, ces difficultés. Alors, imaginons d'abord un acte de signification à personne. Et cet acte de signification à personne va contenir des informations sur la date, sur le lieu de remise de l'acte à son destinataire. Et très généralement, ces informations sont assez anodines, ce sont des faits assez banals qui ne tirent pas à conséquence. Mais en certaines circonstances, imaginons un divorce, imaginons un conflit de travail, eh bien ces événements a priori anodins peuvent prendre une importance parfois proprement décisive dans un autre conflit. Imaginons par exemple bien qu'à l'occasion d'une signification, on touche une personne qui est censée être au lieu, au temps de son activité professionnelle. Et elle se trouve eh bien, à proximité très immédiate sur le palier d'un lieu de débauche. Ou bien c'est une personne eh bien, qui se trouve dans des relations qui sont fort ambiguës et dont on pourra soupçonner la réalité au vu des indications de l'acte, alors que celle-ci est en procédure en instant de divorce. On imagine très bien que ces circonstances puissent être utilisées ensuite dans un autre procès, qu'elles puissent faire preuve et au fond, eh bien, emporter la décision du juge. La question est alors de savoir dans quelle mesure ces éléments probatoires eh bien, pourront-ils être utilisés, exploités dans ce litige totalement extérieur à la notification. D'abord, une première limitation de la diffusion des éléments de preuve ainsi contenus dans les actes d'exécution, de notification, eh bien, est incontestable. Elle est à l'abri, celle-ci, de toute discussion. Elle résulte des règles de rédaction des actes et de délivrance des copies qu'impose l'ordonnance du 2 avril 1945 et le décret du 29 février 1956. Et en effet, eh bien, il en ressort que l'huissier de justice qui dresse un acte, un exploit ou un procès verbal en conserve l'original au rang de ses minutes et n'en délivre expédition qu'aux parties ou s'il y a lieu à leurs représentants. Par conséquent, il n'y a aucun doute que l'huissier de justice qui transmettrait à un tiers des renseignements qu'il aurait ainsi récoltés, et bien engagerait évidemment lourdement sa responsabilité. Mais plus intéressant, nul doute non plus qu'il ne saurait être inquiété par les utilisations que le destinataire
de la copie pourrait faire, évidemment, des éléments de preuve qui lui ont été apportés licitement dans un cadre que n'avait absolument pas envisagé l'huissier de justice. Et en effet, le législateur ayant circonscrit la circulation de l'acte aux personnes, comme le dit le texte, qui sont directement intéressées, eh bien cet acte est devenu un acte public, au sens exact, au sens technique du terme. Et par conséquent, on doit considérer que le législateur a par avance accepté eh bien, que celui qui en détient une copie puisse l'utiliser dans tous ces éléments de preuve. Aussi bien, on peut remarquer que lorsque la loi veut que les renseignements auxquels l'huissier de justice a pu avoir accès dans le cadre de son ministère soient canalisés de manière plus stricte, eh bien, il ne manque pas de le dire, il ne manque pas de le spécifier. Et le droit de l'exécution forcée en donne un très bon exemple, un exemple très connu, avec la faculté qui est désormais reconnue à l'huissier de justice, lorsqu'il est porteur d'un titre exécutoire, de consulter le fichier des comptes bancaires, le FICOBA, et plus généralement, d'obtenir directement des administrations, des établissements, des organismes divers qui sont visés, l'indication de l'adresse du débiteur, de l'identité et de l'adresse de l'employeur, l'indication de l'adresse et de l'identité de tout tiers débiteur ou dépositaire des sommes liquides ou exigibles, et aussi la communication de la composition de son patrimoine immobilier. Mais pour garantir que ces renseignements non seulement ne soient pas diffusés, mais ne puissent être réutilisés par quiconque, y compris l'huissier de justice, l'article L152.3 du Code des procédures civiles d'exécution eh bien, pose qu'ils ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution des titres pour lesquels ils ont été demandés. Interdiction, vous le savez, civile et pénale, étant faite de les communiquer à des tiers ou même de les collecter en vue de réaliser un fichier d'information nominative. C'est-à-dire qu'on a là une restriction, une exigence plus grande encore qu'à l'accoutumée. De manière plus générale encore, les textes qui organisent la notification des actes dans le cadre des procédures civiles d'exécution eh bien, spécifient de manière systématique et très précisément quelles personnes en sont les destinataires et quelles personnes doivent se les voir dénoncer, le cas échéant, en s'attachant toujours, on peut marquer, à un principe de stricte nécessité. Et cela manifeste suffisamment eh bien, l'existence d'un principe sous-jacent, d'un principe non dit, suivant lequel l'huissier de justice doit réserver aux destinataires des actes qu'il instrumente, enfin, les renseignements qu'ils contiennent et pourraient servir de preuve directement ou indirectement aux parties ou à des tiers en dehors de l'hypothèse envisagée. Il y a, me semble-t-il, un principe général qui dépasse de très loin les actes de notification, les actes d'exécution. Aussi bien, ce principe de cantonnement des éléments de preuve recueillis par l'huissier de justice à l'intérieur de son cadre d'intervention n'est pas limité à ces hypothèses de notification ou d'exécution. Autrement dit, au secteur de l'activité monopolistique de l'huissier de justice. Il s'étend aussi tout naturellement aux constatations que l'huissier de justice peut être appelé à consigner dans le cadre de sa recherche des preuves, dans le cadre de son activité de sécurisation de la preuve par le constat. Et la Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler, au moins dans une hypothèse, dans un cas. Il s'agissait d'un employeur qui avait obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendu sur requête, la commission d'un huissier de justice pour procéder, disait le requérant, à un constat afin de pouvoir pratiquer des mesures conservatoires avant tout procès. Et en vérité, ce que n'avait pas dit le requérant, c'est que parallèlement, une instance avait déjà été engagée au prud'homme. Et le but, c'était d'utiliser le constat non pas pour pratiquer des mesures conservatoires, mais pour pouvoir trouver des éléments de preuve dans le cadre du litige prud'homal. Et bien dans cette hypothèse, a dit la Cour de cassation, le constat ne pouvait pas être utilisé licitement
dans l'instance prud'homale, il devait être écarté des débats parce qu'il s'agissait d'un mode de preuve illicite. On n'était pas très loin du stratagème dont on parlait tout à l'heure. Même pour les constatations matérielles, il est formellement interdit d'utiliser une preuve récoltée valablement avec une autorisation judiciaire dans une fin autre que celle qui l'a fondée. On ne peut mieux dire, me semble-t-il, que les éléments de preuve récoltés par l'huissier de justice sont soit qu'ils soient recherchés par la signification, soit par l'exécution, soit par la constatation, sont des éléments dont la force probante est limitée au cadre de l'intervention de l'huissier de justice. Recherchés dans un but précis, ils ne sauraient être utilisés à d'autres fins. Voilà pour la deuxième limite. Reste la troisième limite, qui n'est peut-être pas la plus simple à présenter. Elle est moins évidente encore que les précédentes, et c'est pas peu dire. Alors, ces limites à la diffusion des éléments de preuve contenus dans les actes de l'huissier de justice tiennent à ce que j'appelle les contraintes inhérentes au mode d'instrumentation qu'imposent les textes, et plus précisément aux données fondamentales des actes publics et de l'authenticité. S'agissant tout d'abord de la date, comment rendre compatible sa nécessaire unicité avec la prolongation pendant plus de 24 heures des faits ou des opérations qui doivent être attestées par l'huissier de justice. Alors l'hypothèse d'un acte d'huissier de justice dont l'objet s'étendrait sur plusieurs jours n'est peut-être pas inconcevable. Après tout, si on regarde du côté du notaire, les notaires sont aussi confrontés à ce genre de difficultés. Imaginez par exemple un inventaire avec des biens qui sont des biens très dispersés, des biens en très grand nombre. Les opérations de prisée, les opérations d'inventaire risquent de demander plus de temps que n'en compte une journée. Et par conséquent, il existe des possibilités pour les notaires de différer l'ouverture et la clôture de l'inventaire. On peut parfaitement imaginer en théorie qu'un acte d'huissier de justice puisse lui-même être opéré dans le temps, sur plus de 24 heures. Mais si on est ainsi, si l'on peut imaginer qu'il en soit ainsi dans cette hypothèse, c'est tout simplement parce que le facteur temps est alors indifférent au rôle d'instrumentation de l'huissier de justice. Au fond, que les opérations s'étendent sur un seul jour, ou bien sur plusieurs jours, au fond, ça ne change rien du tout. Rien du tout, a priori, au contenu de la mission de l'huissier de justice. Mais il n'en va pas toujours ainsi. Prenons le cas, par exemple, d'un constat d'affichage d'un permis de construire pendant la durée de travaux. La vérification qu'il est demandé à l'huissier de justice d'opérer doit alors elle-même s'étendre a priori sur toute la durée des travaux. Il faut vérifier que le permis de construire a été apposé à la première heure du chantier et est demeuré affiché pendant tout le cours du chantier. La pratique, visiblement, procède autrement. On n'imagine pas qu'un huissier de justice reste au pied du chantier pendant toute la durée des travaux. Par conséquent, il y aura plusieurs opérations matérielles successives. L'huissier de justice viendra opérer une première constatation au début du chantier, en milieu de chantier et à la fin du chantier. Mais comment formaliser ces constatations? Je crois avoir compris que dans cette hypothèse, il est assez régulier de ne dresser qu'un acte d'huissier de justice, qu'un constat d'huissier de justice dans cette hypothèse. C'est des hypothèses qui circulent visiblement. J'espère, et vous semblez ne pas le mettre, j'espère qu'elles ne sont pas légion, parce qu'effectivement, si on dressait un seul acte, vous auriez un décalage entre une constatation matérielle qui ne serait pas unique, vous avez en réalité 3 constats d'huissier de justice substantiellement, et un seul constat d'huissier de justice formellement. Et par conséquent, la date du constat d'huissier de justice, qui devait être la date des constatations opérées par l'huissier de justice, ne correspondrait plus à la réalité. On serait à la lisière du faux en écriture publique. Donc dans cette hypothèse-là, bien évidemment, une seule date. Et cela résulte de ce que la date s'identifie aux constatations matérielles de l'huissier de justice. À plus forte raison,
Et là, vous ne pourrez pas le nier parce que les exemples ont été donnés très aimablement par la profession, en réalité. Et bien, plus directement et plus gravement encore, et bien, il arrive que des assignations soient signifiées à plusieurs destinataires par un acte unique, un acte qui contiendra une seule date, une date qui est censée correspondre au jour où l'assignation a été notifiée à chacun de ces destinataires. Et visiblement, il arrive parfois, je pèse mes mots, il arrive parfois, pas vous, parce que vous êtes l'excellence de la profession, mais il arrive parfois, dans votre honorable profession, eh bien, qu'on ne s'embarrasse pas de difficultés et qu'on mentionne une date unique de notification qui ne correspond pas à la réception d'acte par chacun de ses destinataires. Ça n'arrive jamais. Admettons-le, ça n'arrive jamais. Eh bien, c'est très bien ainsi, parce que là, on n'est plus à la lisière du faux en écriture publique, on est à plein pied devant celui-ci. C'est dire que la date d'un acte d'huissier de justice, eh bien, doit être unique. S'il faut plusieurs opérations matérielles, il faut plusieurs actes d'huissier de justice. Alors bien sûr, la tentation peut être grande pour des raisons qui sont des raisons financières. On sait bien la pression, notamment des avocats, pour éviter des coûts. Mais il faut savoir résister à cette pression parce que la responsabilité, ce sera la vôtre, une responsabilité pénale et pas civile, ainsi qu'il a été expliqué ce matin. Évidemment, cette substitution d'une pluralité d'actes n'est pas toujours très bien vécue en pratique. Je n'y insiste pas. Je remarque simplement une dernière chose. C'est que ces contraintes et leur incidence sur la diffusion des éléments de preuve qui sont contenus dans l'acte d'huissier de justice ne tiennent pas simplement aux conditions de rédaction des actes de notification, des actes de signification. Elles peuvent tenir aussi aux modalités de la signification. Et ainsi, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une signification à personne, lorsqu'on recourt à la signification à défaut, à domicile ou à résidence du destinataire, et lorsqu'on trouve sur les lieux, c'est l'hypothèse, une personne présente qui accepte de recevoir l'acte, et bien encore, l'huissier de justice ne saurait se dispenser d'une prudence élémentaire. Il doit faire œuvre de précaution. Précaution en quoi ? Eh bien, le choix du destinataire, de la copie de la personne qui va la recevoir pour le compte d'autrui. Et la jurisprudence, eh bien, décide par exemple, c'est une jurisprudence très connue que vous connaissez tous, qu'on ne peut pas remettre copie de l'acte à un enfant dès lors qu'il n'a pas le discernement nécessaire. Et c'est dire que la diffusion des éléments de preuve contenus dans l'acte d'huissier de justice n'a sans doute pas fini de faire parler d'elle. C'est dire que les huissiers de justice doivent faire preuve d'une élémentaire vigilance. Mais à vous entendre, j'ai le sentiment que cette vigilance, vous la pratiquez déjà tous les jours, ce dont je ne peux que vous féliciter. Madame le professeur, question maintenant. Le procès-verbal de constat, pleinement authentique, procède-t-il d'une ambition légitime? Merci beaucoup. Alors, on a déjà abordé effectivement la valeur probante du constat. Alors, nous allons, avec Madame Moore, essayer de mesurer les conséquences et les conditions de l'authenticité et ensuite vous parler un petit peu des perspectives d'avenir du constat dans son régime et sa force probante, évidemment, puisque vous n'ignorez évidemment pas que la Chambre nationale a proposé, parmi, vous savez qu'il y avait eu des questionnements des différents professionnels à l'occasion de la réflexion sur la justice du XXIe siècle qui avait été lancée par la ministre de la Justice, garde des Sceaux, et que la Chambre nationale a proposé, parmi les différentes propositions qu'elle a faites, que le constat d'huissier de justice établit contradictoirement est la valeur d'un acte authentique. Alors, nous allons essayer de mesurer, bien entendu, ce que cela pourrait bien signifier, en faisant une comparaison avec le droit positif actuel, quel est le droit positif actuel du constat d'huissier de justice, et ensuite essayer de réfléchir sur cette perspective, si elle était évidemment approuvée par la ministre de la Justice, ou du moins par la chancellerie dans la rédaction d'une nouvelle proposition de loi, et éventuellement voir s'il n'y a pas d'autres possibilités de faire évoluer le constat avec un régime juridique original, bien entendu, et un petit peu différent.
Alors, vous le savez tous parce que vous êtes des juristes, on l'a évoqué ce matin, évidemment, mon collègue l'a évoqué ce matin, lorsque on qualifie un acte d'acte authentique, ça veut dire bien entendu que les mentions qui sont contenues, mais Madame Moore nous expliquera quelles mentions, les mentions qui sont contenues dans un acte authentique ne peuvent être renversées que dans la mesure où on entame une procédure d'inscription de faux extrêmement compliquée. Il faut naturellement, en tout état de cause, distinguer la procédure d'inscription de faux de l'action en nullité. Quand un huissier de justice fait une signification, quand il élabore un constat, il a une procédure à respecter. Par exemple, pour prendre la signification, c'est peut-être plus simple parce que c'est vrai que dans le constat, il n'y a pas véritablement de procédure réglementée par le code, sauf la procédure qui consiste à exécuter une ordonnance sur requête. Mais quand c'est sur requête d'un particulier, il n'y a pas véritablement de procédure. Mais imaginons une signification. Pour faire une signification, l'huissier de justice doit se rendre, article 689 du Code de procédure civile, au domicile. Il doit vérifier qu'il se trouve bien au domicile de l'intéressé. Ensuite, il doit frapper à la porte. Bonjour, c'est moi l'huissier. S'il ne rencontre pas le destinataire, c'est une personne présente, etc. Donc il y a une procédure. Généralement, quand on veut faire tomber une signification, par exemple parce qu'on est fort clos pour exercer un recours et qu'on voudrait bien faire annuler la signification du jugement article 680 pour éviter le point de départ du recours et pouvoir réitérer sa déclaration d'appel, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On n'agit pas en faux, on ne s'inscrit pas en faux contre l'huissier de justice. On plaide la nullité de la signification en prétendant que l'huissier de justice n'a pas respecté la procédure. Vous voyez bien que le faux consiste à contester un acte d'huissier en alléguant le fait que les mentions qui y figurent ne correspondent pas à la réalité parce que l'huissier a menti. L'huissier a travesti la réalité. Il savait qu'on était le 11 mars et il a écrit le 12 mars. Alors que quand l'huissier de justice a remis à une personne présente en oubliant de lui demander sa qualité et de la faire accepter, eh bien, on va plaider la nullité de l'acte. Il n'a pas respecté la procédure. Il n'a pas menti. Il a dit qu'il se trouvait en présence d'une personne présente, mais il a oublié de la faire accepter dans l'acte. Donc il a omis un des processus, une des modalités de la procédure, et on va bien sûr plaider la nullité, parce que les requérants le savent bien. S'inscrire en faux, c'est se heurter souvent à un mur, on n'a pas la preuve, et puis on s'attaque à un officier public et ministériel, et on sait très bien que c'est quelque chose de très très lourd au niveau probatoire et dans les conséquences, comme ça a été exposé. Donc on préfère plaider la nullité de la signification ou la nullité du constat et des constatations qui ont été faites par le huissier de justice pour les écarter des débats, pour écarter cette preuve et en termes de stratégie, évidemment, aboutir à ces éléments. Donc ici, nous n'allons pas aborder évidemment le phénomène de la nullité qui est très fréquent, mais si un constat est un acte authentique, évidemment que la preuve du contraire ne pourra être rapportée que par une inscription de faux en ce qui concerne ces mentions. Maintenant, bien évidemment, et ça on l'abordera ultérieurement, si la totalité des éléments d'un constat est revêtue de la force probante d'un acte authentique, évidemment, est-ce que ça ne va pas modifier la force probatoire des constatations qui sont contenues, qui à l'heure actuelle font foi jusqu'à preuve du contraire, comme on l'a déjà indiqué ce matin? Est-ce qu'elles auront une force probante plus importante? Donc c'est ce qu'on envisagera de manière un peu plus prospective. Alors, on va commencer évidemment par analyser le droit positif. Le constat d'huissier est un acte spécifique, évidemment, partiellement authentique, et puis nous verrons s'il peut le devenir complètement ultérieurement. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Madame. Cet acte présente tout d'abord un caractère authentique. Vous le savez, en application de l'article 317 du Code civil, l'acte authentique est celui qui est reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte est rédigé avec les solennités requises. Un constat pourrait donc présenter un tel caractère authentique qu'à la condition d'émaner d'une personne ayant une autorité particulière et agissant dans sa sphère de compétence. Qu'en est-il précisément? C'est ce que nous allons voir ensemble. Concernant la première condition requise à l'authenticité du constat, à savoir
La qualité d'officier public de l'huissier de justice, elle ne pose a priori aucune difficulté. Comme l'indique le rapport sur l'authenticité rendu sous la direction du roi Inès, je cite, « Nul doute qu'à l'instar du notaire, l'huissier de justice soit lui aussi un officier public, au sens de l'article 1077 du Code civil, investi comme tel d'un pouvoir d'authentification et habilité à dresser des actes authentiques électroniques. » La première condition vérifiée, je vais vous parler maintenant de la deuxième condition, requise par l'article 1317 du Code civil, qui a trait à la compétence de l'huissier de justice constatant. L'huissier doit instrumenter dans les limites de sa compétence telle que fixée par les textes, à savoir l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 29 février 1956. Dans un arrêt important du 23 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dû se prononcer sur la compétence territoriale de l'huissier de justice en fonction de son titre d'intervention, lequel était fixé dans l'ordonnance le commettant. En l'espèce, le président du tribunal de commerce, qui statuait sur requête, avait désigné un huissier audiencier afin de dresser des constatations, et ce, en dehors de son ressort de compétence territoriale. La Cour de cassation, en approuvant le raisonnement des juges du fond, valide les mesures en retenant que l'huissier avait été désigné non pas en sa qualité d'officier ministériel, mais comme constatant au sens de l'article 249 du Code de procédure civile. En d'autres termes, l'huissier commis en tant que technicien constatant dans le cadre d'une mesure d'instruction n'établit pas d'acte authentique. Il n'agit pas en sa qualité d'officier public et ministériel, ainsi il n'est pas soumis au statut et il n'a pas à respecter son ressort de compétence territoriale. La nécessité de déterminer si l'huissier a été commis en sa qualité de technicien ou en tant qu'officier ministériel, afin de déterminer sa compétence territoriale, devrait cependant disparaître avec l'entrée en vigueur de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En effet, l'article 15 du projet de loi prévoit de modifier l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. La compétence territoriale des huissiers de justice pour l'exercice des activités mentionnées au deuxième et dernier alinéa de l'article 1er deviendrait nationale. Ainsi, l'huissier pourrait réaliser en sa qualité d'officier ministériel des constatations matérielles sur tout le territoire national, et ce, à l'instar du technicien commis par le juge sur le fondement de l'article 249 du Code de procédure civile. Je viens d'aborder les deux premières conditions requises à l'authenticité de l'acte. Je vous laisse, Madame le professeur, le soin de nous donner Oui, alors on ne va pas insister. Alors, c'est vrai que le problème est complexe parce que la question préalable qui peut se poser, alors sur laquelle on essaye de donner des précisions en donnant les conditions de réalisation de l'authenticité. Pour qu'un officier public réalise un acte authentique, il faut effectivement qu'il respecte un certain nombre d'exigences, dont les solennalités que je vais évoquer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai qu'une question préalable pourrait être posée, mais nous n'avons pas de réponse parce qu'en dépit de recherches jurisprudentielles sur plusieurs décennies, puisqu'on est remonté au début, à la fin du 19e siècle dans la jurisprudence de la Cour de cassation, nous n'avons jamais trouvé d'arrêt de la Cour de cassation infirmant ou confirmant le fait qu'un constat d'huissier soit un acte authentique. Parce que si vous voulez, la Cour de cassation n'arrête pas de répéter que la date indiquée par un huissier de justice fait foi jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à inscription de faux. J'ai un arrêt par exemple du 22 février 2006, constatant ainsi alors que la date de la signification d'un acte par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. Les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux, etc., etc. Donc on a beaucoup de jurisprudence, mais tout ce qui concerne l'inscription de faux et la force authentique concerne les actes de signification, les PV 659, les actes d'exécution, évidemment, des décisions de justice. Mais nous n'avons aucune jurisprudence sur le constat. Et la question qui peut être posée, même si nous on y répond en appliquant les règles relatives à l'authenticité des actes rédigés par un officier ministériel, une question préalable pourrait se poser: y a-t-il place
pour un acte authentique lorsque l'huissier de justice n'est pas dans le cadre de son monopole. Est-ce que sorti du monopole, un officier public qui rédige un acte, rédige encore un acte authentique? À ce moment-là, si on répond par la négative, mais je ne peux pas vous le dire si on répond par la négative ou pas, à ce moment-là, la date d'un constat d'huissier de justice ne ferait pas foi jusqu'à inscription de faux, mais simplement jusqu'à preuve du contraire. Et quand même, nous, il nous a semblé avec Madame Moore, et ce qu'elle a démontré dans sa thèse, qu'à partir du moment où un officier public intervient dans le cadre de ses compétences, or, l'ordonnance de 1945 donne expressément compétence aux huissiers de justice pour dresser des constats. Est-ce que, dans ce cadre-là, s'il respecte ensuite les solennités requises, pourquoi ne peut-on pas qualifier cet acte d'acte authentique, d'autant que l'article 1317 du Code civil, qu'a cité Madame Moore, précise l'acte authentique, celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter. On n'a pas dit ayant le droit d'instrumenter dans le cadre de son monopole. En conséquence, on devrait pouvoir considérer que le constat, en tout cas les mentions telles que indiquées par l'huissier de justice qu'il a personnellement vérifié, etc., devraient pouvoir faire foi jusqu'à inscription de faux. Mais c'est vrai que toute la jurisprudence que nous citons, c'est une jurisprudence qui concerne les significations et les actes d'exécution, et sur les constats, on n'a rien retrouvé, à part évidemment des annulations, bien sûr, mais ça c'est hors propos. Ce qui légitime encore plus peut-être la proposition de la Chambre qui veut intégrer le constat parmi les actes authentiques et laisser de côté évidemment cet argument en disant même si ça ne relève pas du monopole, ça doit quand même rentrer officiellement, je dirais, dans les actes authentiques. Alors, pour qu'un acte soit qualifié d'authentique, il faut que les solennités requises soient respectées. C'est une des conditions de l'article 1317. Hein. Or, vous les connaissez, ces solennités, on les a déjà évoquées, donc je ne vais pas les détailler. L'huissier de justice doit indiquer un certain nombre de mentions, prévues dans le constat, évidemment, hein, prévues au titre général, un titre général pour tous les actes d'huissier de justice, évidemment, la date, l'identité du requérant, bien qu'il n'ait pas l'obligation, évidemment, de faire des vérifications, il n'a pas le pouvoir d'investigation pour aller les vérifier, donc il doit les indiquer, qu'on ne peut pas lui reprocher, évidemment, à peine d'inscription de faux, une erreur dans l'identification de l'identité du requérant. La solution est cohérente et la jurisprudence n'arrête pas de l'affirmer à propos des actes de signification. Bien sûr que l'huissier doit indiquer son matricule, sa dénomination, etc. Vous connaissez aussi les règles lorsque l'huissier exerce sous forme de SCP, puisque lorsqu'il dresse un constat, il doit bien sûr faire figurer ses noms, prénoms, qualité d'associé, la signature, la mention de la société, etc. Donc tous ces actes, évidemment, font foi jusqu'à inscription de faux dans la mesure où on admet que le procès-verbal de constat, évidemment rédigé par un officier public, est un acte authentique. Le constat d'huissier doit être rédigé en langue française, évidemment, mais ça, sur ce plan, il n'y a pas de difficulté, mais ça fait aussi partie des solennités que le constat doit respecter, les standards de présentation. Autrement, évidemment, selon l'article 1317 du Code civil, il ne peut pas accéder au rang d'acte authentique, bien sûr. Mais en tout état de cause, même s'il y a respect de toutes ces solennités, même s'il y a respect de la compétence territoriale, de la compétence d'attribution de l'huissier de justice, on le sait, pour le droit positif actuel, les constatations contenues dans le constat, évidemment, ont une preuve, font foi jusqu'à preuve du contraire. Donc là, je vous laisse détailler cet élément. Alors, quelles sont les mentions qui ont une valeur authentique ? À la lecture des différents textes de loi et à l'appui de la jurisprudence commune, de la jurisprudence relative aux mentions communes aux différents actes d'huissier, il est possible d'affirmer tout d'abord que présente un caractère authentique, nous l'avons dit à plusieurs reprises, la date de l'acte. Les décisions rendues en ce sens sont nombreuses. Je vous citerai un arrêt rendu le 22 février 2006 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, qui nous indique que la mention de la date de signification d'un acte par un huissier fait foi jusqu'à inscription de faux. Autre mention, il y a une valeur authentique, l'identité de l'huissier portée dans le constat et bien entendu sa signature. L'article 1316-4 du Code civil le précise expressément.
Je vous en rappelle sa teneur. La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui la pose. Quand elle est apposée par un officier ministériel, elle confère l'authenticité à l'acte. Enfin, les énonciations relatives aux agissements que l'huissier de justice indique avoir personnellement accomplis ont également un caractère authentique, et on est déjà revenu à plusieurs reprises sur ce point. Juste pour étayer la réflexion, je vous citerai un article d'illustration, un arrêt, rendu le 26 septembre 2013 par la deuxième chambre civile, qui a jugé que les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions préimprimées. En revanche, les constatations purement matérielles établies par l'huissier de justice en sa qualité d'officier ministériel n'ont pas valeur authentique. L'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est clair à ce sujet. Il dispose, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simple renseignement, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Alors, pour mémoire, avant la loi du 22 décembre 2010, dite loi Béteil, l'authenticité était déjà refusée aux constatations matérielles de l'huissier de justice, puisqu'elle n'avait alors la valeur de simple renseignement. Il importait peu que l'huissier, agissant sa qualité d'officier ministériel, dans sa qualité de technicien, ou encore qu'il soit désigné par le juge, et qu'il agisse donc sous commission du juge. Les juges appréciaient souverainement la portée des renseignements qui étaient recueillis par l'huissier de justice. Depuis la modification de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, donc par l'effet de la loi Béteil, les constatations matérielles de l'huissier de justice se voient reconnaître par le législateur la force d'une présomption simple de vérité. En d'autres termes, le juge doit tenir pour acquis les constatations matérielles portées au constat, tant qu'elles n'ont pas été contredites par la preuve contraire qui est susceptible d'être apportée par tout moyen, s'agissant de faits juridiques pour l'instant. Sur ce point, il est intéressant de revenir sur un arrêt rendu le 6 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, un huissier est désigné pour réaliser une mesure d'instruction préventive à la requête d'une entreprise agroalimentaire titulaire de certificats d'obtention végétale sur des variétés de pommes de terre. Se voit confier la mission de procéder auprès d'une société concurrente, je cite, à toute constatation utile se rapportant à des actes de contrefaçon. L'huissier instrumente alors dans son ressort de compétences, mais pas seulement. Il se rend avec la requérante dans un cabinet d'expertise comptable situé en dehors du ressort de sa compétence, et ce afin d'obtenir la remise de documents comptables. La question est de savoir si l'huissier a instrumenté en dehors de son ressort de compétence ou non. La requérante affirme bien entendu que non, prenant appui sur les procès-verbaux, lesquels ne font aucune référence à une remise de documents à l'huissier. Une salariée du cabinet d'expertise comptable affirme au contraire avoir reçu la visite de sa cliente et d'un huissier de justice à qui elle a remis des documents. Ce qui est intéressant, c'est que, ne suivant pas les allégations de la requérante, selon lesquelles les dires d'un témoin ne peuvent avoir aucune incidence à l'encontre des énonciations d'un procès-verbal de l'huissier de justice, le juge d'appel conclut à la nullité des opérations. Et la Cour de cassation approuve cette décision. Les constatations matérielles ont force probante jusqu'à preuve contraire. Elles n'ont pas valeur authentique. C'est donc à bon droit que le juge d'appel a reçu la preuve contraire. Au vu de ce qui vient d'être dit et du respect du processus d'authentification tel que prévu par l'article 1317 du Code civil, on ne peut que s'étonner que les législateurs aient choisi de refuser l'authenticité aux constatations matérielles de l'huissier de justice. J'ai cherché des explications. En réalité, il n'y a aucune justification officielle à ce fait. Alors, on peut supposer que le législateur a souhaité ne pas exposer l'huissier de justice à la menace d'une accusation de faux. Rappelant, on l'a déjà dit, mais que le faux en écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire d'autorité publique ou chargée d'une mission au service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission est un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende. Autre explication envisageable,
La protection du justiciable. La pleine authenticité du constat aurait en effet pour conséquence de le contraindre, pour pouvoir contester la véracité des constatations, de suivre la procédure complexe, longue et coûteuse d'inscription de faux. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Nathalie Frissero, qui va prendre soin de vous parler du projet de la Chambre nationale, la proposition 18, qui vise à conférer la pleine authenticité au constat du huissier de justice. Alors, cette réforme, si vous voulez, je vais peut-être m'inspirer de ce qui a été dit ce matin et faire un peu de droit comparé. Et surtout, nous allons passer du côté de nos amis belges. Une loi promulguée le 7 janvier 2014, publiée le 22 janvier au JO, je peux même vous donner la référence, le législateur belge donc, a modifié le statut des huissiers de justice. C'est entré en vigueur le 2 février 2014. Et voilà, je vais vous lire l'article 519, paragraphe 1er du Code judiciaire belge de procédure. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère. Ces missions sont effectuées à la requête de magistrats ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent. Ces constatations sont, en ce qui concerne les faits et les données matérielles que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle. Donc une des conditions pour que l'acte des constatations acquiert l'authenticité, et ensuite, je pourrais vous donner lecture des articles 194 et 193 du Code pénal belge, qui punissent le faux en écriture authentique commis par un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions. Là, c'est 10 à 15 ans d'emprisonnement, suivi de la destitution. La proposition de la Chambre nationale est un petit peu différente. Puisque la proposition de la Chambre, c'est qu'il faut conférer au constat d'huissier de justice établi contradictoirement la valeur d'acte authentique. Contradictoirement. C'est-à-dire que la présence simultanée sur les lieux, au moment de la constatation faite par l'huissier de justice, des deux co-litigants, bien évidemment, limite considérablement les hypothèses de contestation ultérieure et en même temps, en quelque sorte, les erreurs grossières de constatation commises par le technicien. Si le constat devient un acte authentique, ça va ouvrir naturellement la porte à des actions en déclaration de faux, enfin en inscription de faux, bien entendu, sous réserve bien sûr que si ce qu'a rédigé l'huissier correspond à la réalité, il ne craint rien, évidemment, quant à l'issue de la procédure. Alors, moi, je me demandais si, au lieu de proposer une authentification, on ne pouvait pas se situer dans la mouvance un petit peu du participatif qui conforte quand même les preuves. Et ça a été évoqué par Claude Brenner. Vous n'ignorez pas, et la proposition de la Chambre, évidemment, a été faite en réaction au rapport d'Elmas-Gouillon. Dans le rapport d'Elmas-Gouillon, le juge du XXIe siècle, il est proposé que les avocats puissent, avec les parties, rédiger contradictoirement un acte d'avocat, c'est-à-dire un acte contresigné par avocat. Vous savez que quand l'avocat contresigne un acte, article 66-3-1 et suivant de la loi du 31 décembre 1971, la signature par les parties n'est plus contestable. C'est un acte sous seing privé de plus, c'est-à-dire qu'on ne peut plus contester la signature. Donc, un acte d'avocat signé par les parties, contresigné par l'avocat, dans lequel ces parties procèdent à la constatation des faits litigieux. Le bailleur, le locataire se réunissent avec chacun leur avocat, vont sur les lieux et constatent qu'il y a 3 trous dans la moquette. Et l'état de la moquette. On rédige l'acte, les avocats rédigent l'acte, les parties signent. Cette preuve lie le juge. Cette preuve lie le juge parce qu'elle a été établie, 1, au contradictoire, 2, les parties ayant été assistées de leur avocat, donc elles avaient un consentement éclairé au moment où elles ont fait cette constatation. Donc, il n'y a plus ensuite de possibilité de contester, puisque c'est une convention relative à la preuve, et dans les conventions relatives à la preuve, vous savez que quand les droits sont disponibles,
on peut définir une modalité de preuve, on peut définir la force de la preuve, etc. Et notamment le fait qu'on renonce à la contester, puisque au contradictoire, on l'a signé. Pourquoi les huissiers de justice ne pourraient-ils pas faire un constat amiable contradictoire? C'est-à-dire que les parties qui seraient d'accord pour constater ces éléments de fait, sous l'égide d'un huissier de justice constatant, à ce moment-là, la preuve ne serait plus contestable. Ce qui, évidemment, renforcerait la valeur probante du constat d'huissier, puisque les parties s'engageraient à ne plus le contester, étant donné qu'elles l'ont signé et qu'elles sont d'accord. Ce qui permettrait, bien entendu, aux huissiers de justice de se situer dans le courant des modes amiables, y compris dans la résolution amiable et en amont dans l'élaboration amiable, c'est-à-dire conventionnelle, contractuelle, consensuelle, et des preuves qui éventuellement pourraient être amenées en justice ou pas d'ailleurs. Et en même temps, ça éviterait cette problématique purement française de un acte authentique, ça doit correspondre à une activité monopolistique de l'officier ministériel. Ben là, on sait qu'on n'est pas dans l'activité monopolistique, et là, il n'y a aucune chance que le constat rentre un jour dans une activité monopolistique de l'huissier de justice. Donc, on élimine cette difficulté qui est d'éliminer le caractère authentique d'un acte qui ne rentre pas dans le monopole d'un officier ministériel. Mais en même temps, on sécurise et en même temps, on rentre dans les grands courants modernes. Il faut que le constat évolue. Et il n'y a pas que les nouvelles technologies, bien sûr, qui vont le faire évoluer. Mais il faut aussi qu'il évolue dans les grands courants actuels de résolution des différends, je dirais. Voilà. Et dans les courants probatoires aussi, dans les évolutions du droit de la preuve. Voilà ce qu'on peut envisager comme perspective, bien sûr, même si on peut aussi concevoir que la Chambre, quand elle a proposé le caractère authentique du constat, ça permettait aussi de valoriser l'officier public et ministériel. Après tout, les huissiers sont des officiers publics et ministériels. Voilà les réflexions qu'on pouvait émettre. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Alors, cette heure tardive, je ne vais pas vous imposer un rapport de synthèse de 45 minutes, rassurez-vous. Juste d'abord quelques remerciements au Président Rousseau, à tous les intervenants pour leurs interventions remarquables, aux organisateurs de ce colloque, Mlle de Rosier en particulier, qui était la cheville ouvrière de cette journée et qui mérite nos remerciements, je crois. À l'assistance également, pour le feu nourri des questions qui manifestent quand même, je crois, l'intérêt du thème qui a été choisi pour cette deuxième rencontre ENP Paris 2. Alors ce thème est intéressant effectivement parce qu'il est au cœur de l'actualité législative, tout bouge au jour d'aujourd'hui, mais précisément et spécialement le droit de la preuve. Il n'y a pas que les gesticulations gouvernementales sur le monopole de professions qu'elles considèrent comme des professions rentières qui signent l'actualité de notre thème. Il y a aussi des ordonnances en devenir. Vous avez vu comme moi une loi très importante, la loi du 16 février 2015, dont l'article 8 habilite le gouvernement à réformer par voie d'ordonnance non seulement le droit des obligations, mais aussi le droit de la preuve. Et derrière le droit de la preuve, il y a l'authenticité, il y a les actes que vous dressez de manière quotidienne. Il y a la concurrence qui est aujourd'hui exacerbée entre les différentes professions, la vôtre, celle des avocats dont Nathalie parlait via le rapport Delmas-Goyon. Il faudra que votre profession soit extrêmement attentive et qu'elle participe évidemment de la proposition, qu'elle fasse œuvre constructive auprès de la chancellerie, qu'elle défende bien évidemment l'authenticité, peut-être, je vais y revenir aussi, qu'elle propose une extension en direction du constat d'huissier de justice, pourquoi pas. En tous les cas, je crois que ces évolutions, ces discussions, cette actualité manifestent un choc culturel, non pas le choc du papier et de l'électronique dont on parlait ce matin, mais le choc entre deux systèmes qui sont incompatibles, inconciliables, deux systèmes de preuve. Ce qu'on perd peut-être un petit peu de vue, c'est que le droit français procède d'un système de preuves qui sont hiérarchisés, et qui sont hiérarchisés par la loi. C'est le législateur, a priori, qui attache une valeur probante à tel ou tel acte. Il classe les actes en fonction de leur valeur probante. Et il le fait en fonction de l'objet de l'acte, mais aussi en fonction de la qualité de celui
qui dresse l'acte. Et dans cette hiérarchie, eh bien, l'acte authentique tient le sommet de cette pyramide probatoire, pour des raisons qui sont essentiellement des raisons de confiance a priori. C'est ce que ne veulent pas ou ne peuvent pas comprendre les systèmes concurrents, que sont les systèmes anglo-saxons ou anglo-normands, comme on voudra. Pour eux, la preuve doit pouvoir être discutée, fondamentalement. Et cette preuve n'aura aucune valeur tant qu'elle ne sera pas sanctionnée par la justice. C'est la cross-examination, la discovery qui vont permettre de débattre d'une preuve, et cette preuve sera appréciée librement par le juge. C'est une preuve dont la valeur probante est fixée a posteriori. Il n'y a pas de hiérarchie écrite, témoignage, tout ça n'existe pas. Et par conséquent, lorsque l'on vient contester, eh bien que les notaires, la règle de la Cour de justice, les communautés européennes, de l'Union européenne aujourd'hui, que les notaires participent d'une mission de service public. Il y a derrière cela l'idée que la preuve doit pouvoir être discutée, doit pouvoir être contredite en justice, et que tout système qui ne reconnaît pas cette possibilité d'une contestation a posteriori de la preuve n'a pas de garantie équivalente au système anglo-saxon. C'est une chose qui, pour ma part, me paraît inacceptable. Je m'offusque qu'on puisse soutenir que les notaires ne remplissent pas une mission de service public. Bien évidemment que la notion d'officier de justice est incontestable dans sa dimension de service public sur le terrain de l'exécution, parce que la contrainte participe du monopole de l'État. L'usage légitime de la force, c'est l'État et ses délégataires. Autrement dit, vous, exclusivement vous. Mais l'exécution, que je sache, ne participe pas de toutes vos missions. Et la notification des décisions, c'est aussi une mission de service public, qui est très facilement défendable parce qu'elle conditionne, bien sûr, l'efficacité de la chaîne judiciaire. Mais si vous souhaitez développer vos compétences sur le terrain probatoire, ce qui, me semble-t-il, serait extrêmement bon, bénéfique. Il faut aussi accepter cette idée que la preuve participe d'une mission de service public dans notre système juridique. Au jour d'aujourd'hui, le constat d'huissier a une valeur probante, on l'a dit très justement, qui est intermédiaire. Ce n'est pas un simple renseignement qui est laissé à libre appréciation du juge, comme le sont toutes les preuves dans le système anglo-saxon. C'est déjà une preuve qui est hiérarchisée, qui est inclue dans notre hiérarchie, à un degré qui est un degré meilleur que la preuve ordinaire, mais un degré moindre que l'authenticité. Et de là la difficulté que vous avez soulevée très justement de savoir si on peut mettre que certaines constatations, certaines mentions de l'acte, qui habituellement dans un acte d'exécution, dans une notification, ont valeur authentique, de la mettre également dans un constat d'huissier. Pour ma part, je suis très sceptique sur cette possibilité. Ce serait très bien, je vous le souhaite, évidemment, mais ce serait quand même en désaccord avec ce que je viens de vous dire. L'acte authentique n'existe que dans la mesure du monopole. Et la date en particulier, la valeur authentique de la date n'est jamais qu'une émanation de la valeur authentique substantielle de l'acte. Si un acte a une date authentique, c'est parce que son contenu est authentifié par l'officier public. On pourrait parfaitement admettre, dans cette hypothèse, ça me paraîtrait plus cohérent au regard de notre organisation aujourd'hui, que la date d'un constat d'huissier de justice fasse preuve jusqu'à preuve contraire, qu'elle ait la même valeur probante que le contenu des constatations qui sont matérialisées par le constat d'huissier de justice. C'est la théorie de l'emprunt, de la force probante. La date n'a pas d'autre force probante que son contenu. On verra, il n'est pas certain du tout que je pense aille dans ce sens, parce que c'est une question qui est quand même une question âpre, une question qui n'est pas très bien, réglée par la jurisprudence, et peut-être que les juges appliqueront littéralement l'article 1317, c'est loin d'être exclu, il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention cette question. Ça c'est aujourd'hui. Pour demain, pour demain, on a bien compris ce matin qu'on est en train de basculer de l'ère papier, Gutenberg, vers l'ère numérique. On nous a parlé de drones qui pourront faire des constatations. Tout cela me fait froid dans le dos pour ma part. Je me demande quand même s'il n'y a pas un petit peu d'exagération dans tout ce que j'ai pu entendre ce matin. Parce que quand même, j'avais le sentiment, parfois, en écoutant les propos qui ont pu être tenus, qu'il faudrait que la preuve dématérialisée, les notifications dématérialisées, aient une sécurité absolue
Mais pourquoi faudrait-il donc qu'une notification électronique ait une meilleure sécurité qu'une notification papier? Quand on regarde les règles de la signification qui sont organisées par le Code civil, on s'aperçoit tout de même qu'il y a un équilibre extrêmement important entre la sécurité qui est recherchée, évidemment, mais aussi les nécessités pratiques, les nécessités du fonctionnement de la justice. Une signification à domicile, c'est contraire à toute sécurité juridique, pourtant ça a le droit de le citer. Alors pourquoi la notification électronique devrait-elle aboutir à une force pratiquement incontestable? Je crois qu'on est en train de fantasmer un petit peu quand même sur les nouvelles technologies. Ne perdons pas de vue quand même qu'il va y avoir une forme de parallélisme entre la notification papier et la notification électronique. L'électronique n'est jamais qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi. On verra peut-être qu'avec le temps, on reviendra un petit peu à raison, qu'on diminuera nos prétentions. Ça, c'est la première évolution. La dernière, eh bien, c'est la proposition de la Chambre nationale de reconnaître une valeur authentique au constat d'huissier de justice. Je dois dire que pour ma part, j'y serais très favorable sur le principe. Je trouve que ça permettrait d'asseoir les compétences des huissiers de justice sur le terrain probatoire. Peut-être faudrait-il réfléchir sur la délimitation de cette authenticité. Je n'y ai pas suffisamment réfléchi, ce serait trop ambitieux de vouloir le faire ce soir. En tout cas, je crois qu'il ne faudrait surtout pas que la profession renonce à cette proposition. Elle mérite d'être réfléchie, peut-être améliorée. Voilà, je finirai mon propos sur les points de suspension. Vous remercie encore une fois de votre attention.